Chère Anna, merci de nous avoir choisis ce soir. Dans l'actualité de ce vendredi 16 août, le corned beef pourrait revenir dans la liste des produits de première nécessité. Une évidence pour les familles polynésiennes, celle dans le besoin, surtout quand cela ne l'était pas pour le gouvernement pour des raisons de santé. Mais le produit s'est dégradé alors que le prix a flambé. Il espère revenir dans son établissement d'origine et améliorer ainsi le processus de l'océanisation des cadres dans l'éducation. Christian Vangues fait partie des 3 Polynésiens ayant réussi le concours de personnel de direction cette année. Et en ce jour de grande rentrée scolaire, on fait le point sur les nouveautés de cette année avec la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, est notre invitée. Et puis c'est écrit, plus la vague est réputée, plus le développement économique du spot est affirmé. Exemple concret dans cette édition avec les professionnels de Tahiti. À cette occasion, nous ferons le point également sur les très belles conditions météo attendues demain pour les trials. Et lui préfère son filet de pêche à une planche de surf. En plus d'être habile des mains, il a du souffle. Au cœur du Fénois s'intéresse ce soir à ce quintuple champion de France, Fernand Athéo. Restez avec nous, c'est à suivre à la fin de ce journal. Je vous le disais, le gouvernement se rétracte sur le corned beef. Il avance 2 raisons, la préservation des emplois et l'allègement du panier de la ménagère. Vous le savez, il a toujours fait partie des habitudes alimentaires polynésiennes. Une vendeuse le disait encore ce matin, les locaux ont l'habitude de manger le punu poitro, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, les consommateurs dénoncent le mauvais rapport qualité-prix. Thierry Stemfleur et Christian Dezou. Le ourou, c'est sacré, et il faut le punu poitro, sinon le ourou, ça vaut rien, quoi. La cause est entendue, le punu poitro est un plat éminemment populaire. Le gouvernement l'avait retiré des PPN en février pour ses effets dévastateurs sur la santé. Du coup, les prix ont augmenté et le gouvernement revient en arrière. Nouvelle poussée de colère sur les réseaux sociaux, cette fois parce qu'il s'agirait de faire le jeu de l'entreprise Copa, propriété du groupe Van. Car lorsqu'on interroge les consommateurs, ils sont aussi très remontés contre la détérioration de la qualité. J'ai vu dans le punu poitro, quand tu ouvres punu poitro, c'est là que tu vois, il y a plein de graisse, il y a trop même graisse dedans. Il y a moins de viande. Avant, il n'y avait pas trop. Et pourquoi tu crois ? Je ne sais pas. Peut-être c'est pour business. Mettre le punu poitro dans la passoire, chavirer l'eau chaude pour dégraisser cette viande. S'ils mettaient aussi des PPM sur des trucs que les gens n'ont pas accès, les pauvres. C'est ça qu'il faut faire. Pas que sur les bas de gamme. Autre volet de critique du côté des associations de consommateurs, qui ne comprennent pas que les autorités ne vérifient pas la qualité du punu poitro et favorisent un produit aussi gras. Tu vas chercher une boîte de gras à 500 balles. Non mais on se fout de la tête de qui là? Non, moi je ne suis pas d'accord. Il faut vérifier comment ils fabriquent le punu poitro et pourquoi c'est aussi gras. Il faut arrêter de nous faire manger de la merde. Et que le gouvernement les aide, ça t'étonne ? Avec le nombre de boîtes de bœuf qu'ils vendent à ce prix-là et ils nous disent qu'ils ne font pas de bénéfices, non mais ils se foutent de la tête de qui là? Le gouvernement espérait marquer des points en faisant baisser les prix d'un produit emblématique et en affichant son soutien économique à une entreprise locale. Les réactions étant critiques, on verra bien quelles décisions seront finalement prises. Et les discussions sur ce sujet devraient être entamées dès la semaine prochaine. L'océanisation des cadres, un processus encore très limité dans le secteur de l'éducation, mais les chiffres pourraient s'améliorer grâce à des Polynésiens ambitieux. Ils sont 3 cette année à avoir réussi le concours de personnel de direction. Christian Vangues en fait partie. Après 19 ans de carrière dans l'enseignement, il souhaite tourner une page. Son portrait est signé Caroline Fari et Hirotero Rotua. Le panier, c'est pour décorer le logement de fonction. Polynésien jusqu'au bout, Christian quitte son pays pour un avenir prometteur dans la direction de l'enseignement. Un challenge pour ce prof d'éco-gestion de 27 ans. Un défi personnel d'apprendre plus, de pouvoir gérer aussi la contradiction. Souvent, lorsqu'on est dans l'encadrement, on est souvent en contradiction avec ses personnels. Donc il faut plus de la disponibilité, un sens de l'écoute. Le goût de l'effort, Christian l'a eu dès l'enfance avec des parents attentifs mais sans concession. Je suis content dans son parcours.
pour aller en France. Quand les petits vers 10 ans par là, ils ne veulent pas à l'école, comme sur son grand-père, la couture chinoise, c'est comme ça. Je prends ma ceinture, mais je frappe. Quelques nuits blanches et un concours plus tard, il obtient son ticket d'entrée pour une formation sur 2 ans et une affectation à l'Académie de Versailles. Je compte mettre à profit toutes les compétences que j'aurais acquises, développées au service de la réussite des élèves polynésiens. Bonjour toi. Salut. Comment tu vas? Ça va. Tu parles bientôt? Demain. Bon, c'est gentil d'être passé, mais en tous les cas, ça a été un plaisir de te connaître et puis tu vas beaucoup nous manquer. Avec plusieurs cordes à son arc, l'enseignant et chorégraphe a côtoyé durant 20 ans un personnel d'éducation sous le charme. Christian, merci pour tout. Tu vas nous manquer, hein? Je suis ravie parce qu'il a réellement, c'est pas la première fois qu'il se présente et c'est vraiment quelqu'un qui a tous les atouts pour le devenir en tant que chef d'établissement. Vraiment, je suis fière de lui. C'est un engagement. Je pense que c'est un engagement et un engagement social, hein, puisque voilà, c'est donner une place à chacun et je pense que Christian, il a déjà cette fibre. Une fibre artistique aussi qui permet à ce danseur dans l'âme de changer de monde à sa guise. En fait, la danse, c'est ma passion. En fait. Et la danse, c'est ce qui a donné un sens à ma vie. Et c'est vrai que je me suis occupé en tant que chorégraphe de plusieurs groupes de danse. Christian reviendra au pays, bien décidé à encadrer un établissement. Et Christian Bongues s'envole pour les Yvelines en région parisienne demain soir. La lutte contre le phénomène de l'absentéisme restera une priorité du ministère de tutelle cette année encore. Propos réitérés ce matin par Christelle Lehartel en conférence de presse. Elle souhaite aussi élever le niveau général des élèves en donnant la priorité à l'acquisition des fondamentaux. On en reparle avec notre invité, mais d'abord, voici les chiffres de cette rentrée 2019. Ils nous sont détaillés par Inacio Raveino. Ça y est, c'est la rentrée pour les 285 établissements du premier et du second degré en Polynésie. Ils sont un peu plus de 75 000 à avoir retrouvé les bancs de l'école dans l'enseignement public. Dans l'enseignement privé, ils sont un peu plus de 14 300 inscrits. Dans les deux cas, la tendance reste à l'équilibre. S'il y a près de 8 800 lycéens cette année, ils ne sont que 1 271 à poursuivre leurs études après le baccalauréat, bref, 8 fois moins. Mais le premier écrémage se fait dès la fin du premier degré, car il y en a 6 000 de moins au second degré. À noter pour cette rentrée la suite du dispositif cycle 3 à l'école. 2 atolls en ont bénéficié cette année, Anna et Arutua. Les élèves qui entrent en classe de 6e n'auront plus à quitter leur île. Ils bénéficieront d'un sursis d'1 année. Et on en parle avec notre invitée, je vous le disais, Christelle Lehartel. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Parmi les nouveautés, cette année, on note par exemple la mise en place des sections bilingues français-tahitien à parité horaire. Pourquoi, à titre expérimental, quand le projet École Pomme a porté ses fruits? Alors pourquoi à titre expérimental tout ça? Parce qu'au niveau de la législation, je ne suis pas tout à fait prête, parce que je veux garder ça dans le marbre. On va travailler sur une loi de pays de manière à ce que ça soit quelque chose qui fonctionne dans le temps. Donc cette année, effectivement, on va démarrer avec 3 sites qui se sont portés volontaires, une école à Tiva à Taha, une école de Matea à Mouria et un CJA de Paia. Alors la problématique de l'école Pomme, ça n'a pas été pérennisé dans le temps, notamment à cause des professeurs qui ne parlaient pas tahitien. Est-ce que des formations vont être mises en place pour former les enseignants au Réo Tahiti? Les formations ont déjà démarré. Il y a beaucoup d'outils qui sont à la disposition du personnel enseignant. D'autant plus que c'est pour cette raison aussi que nous avons décidé de partir sur le volontariat des écoles et surtout des enseignants. Alors les sites que nous avons choisis ont déjà été, dans ce dispositif déjà, ils ont déjà fait des choses extraordinaires au niveau du bilinguisme. C'est pour ça qu'ils ont été retenus cette année. Donc l'année prochaine, on va poursuivre ce dispositif avec la langue marquisienne, une aux Marquises du Nord, une aux Marquises du Sud, je vous donne le scoop, et aussi avec Mangariva. Et est-ce que dans les nouveautés aussi cette année, c'est l'enseignement du fait nucléaire à partir du cycle 3? Comment est-ce que cela va s'articuler?
Alors, une équipe d'inspecteurs pédagogiques du premier degré et du second degré se sont retrouvés pour travailler justement sur ce sujet. Les faits nucléaires, les essais nucléaires, on en a beaucoup entendu parler. Et suite à une étude que nous avons faite sur le terrain parmi les étudiants, beaucoup de nos enfants polynésiens n'osent pas parler des essais nucléaires, n'osent pas parler des faits nucléaires et n'ont pas tout à fait les bonnes informations. Donc, il me semble que l'éducation se devait de leur permettre d'avoir ces informations au niveau des établissements scolaires. C'est pour ça qu'on veut démarrer ça. Donc, on démarre cette année avec les élèves du cycle 3, CM1, CM2, 6e, et on va poursuivre ce travail dans le second degré. Est-ce que vous allez associer aussi les associations de lutte Bien sûr, que tous les partenaires sont accueillis dans ce dispositif-là parce qu'il n'y a rien à cacher. Au contraire, on doit le savoir parce que de toute façon, c'est un fait. Il y a eu effectivement les essais nucléaires ici en Polynésie française et ne serait-ce que pour la culture de nos enfants, il est bien qu'ils le sachent. Merci Madame la Ministre pour ces premières réponses. Nous allons poursuivre notre entretien juste après cette image des écoliers de Tei Ohae ont bénéficié d'une trousse Made in Whenua grâce aux âmes charitables d'habitantes de l'île. Un atelier de production a été créé spécialement pour fabriquer des trousses faites main. À l'aide de chutes de tissus collectés, 160 pièces ont pu être confectionnées. Elles ont bénéficié à tous les enfants, notamment à ceux issus de la vallée enclavée. Une belle initiative dont Heinar I. Rasselé et Nadine Tamar I nous expliquent l'origine au micro de notre correspondante Marie Curva. Aux infos, j'ai aperçu des remises de trousses aux élèves défavorisés pour le collège de Haroué et l'idée m'a plu. Je me suis dit pourquoi pas le mettre en place à nos Rival. Donc j'ai tout de suite pensé à Nadine qui m'a fait découvrir la couture et elle a pris le projet sans réfléchir. Elle a dit oui. Ça a été quand même 2 week-ends intenses de couture, commencer à 9h30, 10h pour finir à 16h. Mais on a quand même fait 160 trousses et de toutes les couleurs et elles sont magnifiques. Madame la Ministre, est-ce que heureusement qu'il existe des opérations caritatives comme ça pour venir en aide aux familles On va pas. Oui, bien sûr que je voudrais profiter de l'occasion pour remercier ces dames des archipels des Marquises pour cette belle initiative. Mais on va dire ici en Polynésie française, le système éducatif, la Polynésie est gâtée. Nous avons énormément de moyens, tant au niveau humain que financier, pour aider nos élèves à l'école. Alors justement, au plan financier, vous avez annoncé la semaine dernière prendre en charge le transport scolaire gratuit pour les étudiants. Cela a été annoncé une semaine avant la rentrée. C'était en effet, c'était voulu. C'était voulu, mais d'autant plus que les étudiants, comme vous le savez, se préparent pour leur rentrée des classes. Donc, quand on parle des étudiants, il ne faut pas faire un amalgame avec les élèves et les collégiens et les lycéens. Ici, c'est vraiment un dispositif que le président du gouvernement a voulu que l'on mette en place le plus rapidement possible. C'est aider nos étudiants dans leurs études. Parce qu'effectivement, lors de mes passages dans les différents établissements scolaires, j'ai beaucoup entendu d'enfants d'élèves ou d'étudiants me dire qu'ils n'ont pas pu se déplacer par manque de transport, par manque de moyens financiers. Donc, nous avons décidé pour cette rentrée d'offrir le transport gratuit pour tous les étudiants. Et avec aussi mon collègue du ministère des Transports, nous avons facilité cela puisque nous avons une ligne directe maintenant à l'université. Donc, tout ça pour aider aussi nos élèves dans leurs études, pour toujours éviter le décrochage scolaire. Avant de conclure, Madame la Ministre, un mot sur l'organisation des épreuves de surf pour les Jeux Olympiques. Une commission est attendue la semaine prochaine. Quels vont être vos moyens de séduction ? Alors, vous avez des informations que moi, je n'ai pas. Je ne savais pas qu'il y avait une délégation qui arrivait. En tous les cas, nous sommes honorés que la Polynésie soit choisie pour l'instant pour participer à ces Jeux Olympiques. Bien sûr qu'on va tout faire. Alors, ici, en Polynésie, on sait organiser les manifestations de cette envergure. Les championnats de monde internationaux et nationaux ont déjà été organisés ici en Polynésie française. Je pense que nous serons tout à fait capables d'accueillir ces Jeux Olympiques ici en Polynésie française.
D'autant plus, n'oublions pas que le surf, la Polynésie française est le berceau du surf. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que nous avions parlé des nouveautés de cette rentrée. À noter, par exemple, la mise en place des sections bilingues français-tahitien à parité horaire. Et la grande nouveauté, c'est l'enseignement du marquisien pour l'archipel des Marquises. En 2020. En 2020. Le décrochage scolaire est aussi une épine qu'il faut extraire des souliers des étudiants. S'ils régressent dans le second degré à l'Université de la Polynésie, ils stagnent. Entre 5 et 7% des élèves décrochent en cours d'année. Et pour lutter, l'établissement a mis en place un plan que nous détaille Marine Demoy-Schneider, vice-présidente formation et vie universitaire. À l'université, on a mis en place justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, les parcours adaptés. Donc, ce sont 3 parcours à l'université, un par département, un en sciences, technologies, santé, un en droit, économie, gestion et un en lettres, langues et sciences humaines. Donc, ces parcours concernent les étudiants qui ont besoin d'être plus accompagnés pour pouvoir réussir dans leur parcours professionnel. Et leur première année, je dirais, c'est une année de transition au cours de laquelle donc, ils participent à la plupart des cours de première année, mais ils sont en plus accompagnés, coachés avec une formatrice, une coordinatrice qui s'occupe d'eux. Et à noter que vous avez encore une journée pour vous inscrire ce lundi 19 août. Direction la presqu'île à présent avec ce chiffre, 100 millions de francs pacifiques. C'est ce que rapporterait la compétition de surf de l'année, la Tahiti Pro Teahupo'o 2019 dans l'économie polynésienne. Elle représente donc une manne indiscutable. Si les présélections débutent demain à Tahiti, la petite commune du bout du monde se prépare et vit déjà au rythme du surf. Regardez ce reportage de Lucille Guichet et Sandro Ly. Ne vous fiez pas au calme apparent. En attendant la grosse houle annoncée demain, Teahupo'o s'affaire déjà en coulisses. Comme dans la famille Drolet. Ici, seul le chien vedette Patapata semble couler des jours paisibles. Car tout le reste de la maison est mobilisé et vit au rythme des surfeurs. Papa est déjà dans le bas, sur le ponton. Remplacer les planches qu'il faut remplacer parce qu'on ne veut pas qu'un de nos champions se blesse. Matei s'occupe de Felipe Toledo, de Michel et des photographes et caméramens du team Hurley. Et puis moi, là, je vais faire une sortie pour aller à la vague. Donc oui, on est assez busy. Maman s'occupe du Ma'a pour midi pour l'équipe qui est à la maison. Donc tout le monde travaille là. Là, ce matin, c'était un peu d'entraînement pour la compète sur le site où ça va se dérouler. Et là, c'est plus un photoshooting ailleurs. Juste en face, le seul magasin de la commune ne désemplit pas. Aux clients habituels s'ajoutent les visiteurs. C'est un moment important parce que nous nous préparons un mois à l'avance pour l'arrivée de tout ce monde. Donc en préparant divers pâtisseries et des repas. En face de la mythique passe de Havae, pas de surfeurs pro sur la plage. Seuls les amateurs s'arrêtent pour regarder le spectacle à distance. Une aubaine pour les commerçants installés spécialement le temps de la compétition. La Fédération de surf nous a demandé de nous occuper de l'accueil et de tout ce qui est touristique pendant la Tahiti Pro. Donc nous avons accepté et nous leur avons demandé est-ce que nos petits artisans de Tahiti peuvent exposer aussi et vendre leurs produits. Alors c'est ce qui se passe là. J'adore faire de la peinture sur tissu. Donc je fais mes paréos peints à la main au Whenua Echere quand il fait beau. Ce snack tenu par Paloma s'installe sur la plage depuis 10 ans maintenant. Je suis une famille composée de 10 personnes, avec des grands et petits enfants. Et bien, ça me fait un petit revenu en plus. Pas beaucoup, mais suffisamment. Voilà 20 ans que Teahupo'o reçoit les championnats de surf. Avec ses célèbres gauches, l'événement a pris de l'ampleur. Et la petite commune du bout du monde promet de surfer encore longtemps sur la vague des compétitions. Je vous le disais, les trials débutent demain à 7h30 avec de très bonnes conditions attendues, David Chiang. Oui, Ayata, Météo France prévoit une houle de 3 mètres, une houle longue qui pourrait engendrer des vagues de 4 à 6 mètres dans la passe de Havae. Donc peut-être même plus en fonction de la direction des vagues. En plus de ça, depuis quelques jours, il y a un vent très favorable au niveau de la passe de Havae. Un vent d'est qui tourne un petit peu vers le nord. Résultat, on aura du vent offshore toute la journée de demain.
Ce matin, certains s'entraînaient sur le spot dans des conditions assez petites, des vagues de 2 mètres. Parmi les étrangers, on a vu par exemple Lucas Cianca. On le voit à l'écran, Lucas Cianca, qui est bien connu dans le monde du surf de gros. Il a remporté notamment le Nazaré Challenge au Portugal l'an dernier. On a vu aussi Jack Robinson, un habitué de terre haut, et d'autres surfeurs professionnels du main event comme Jadson André par exemple. On a vu également pas mal de locaux à l'eau, comme par exemple Tereva David, multiple champion de Tahiti. D'autres ont préféré s'entraîner sur d'autres spots, comme celui de Te Avaiti ou encore celui de Te Ava Ino, une vague qui ressemble à celle de Teahupo. C'est une gauche également. Enfin, certains ont préféré jouer la carte de la sûreté. C'est le cas de Eimeo Césaire-Marc qui a choisi de ne pas surfer avant demain pour éviter de se blesser. Merci David, une multitude de champions que vous aurez la chance de côtoyer puisque cette compétition sera à suivre en direct sur notre site internet Polynésie la première et notre page Facebook. On reste sur l'eau. En Australie, les Tahitiens deviennent les rois du monde. Ils remportent haut les rames les championnats à Mooloolaba. La dernière victoire revient à Heitara Serang-Jérusalemi Tehahe. Le quinquagénaire s'est imposé dans sa catégorie devant Peter Doris, un Australien. Les rameurs confirment donc leur suprématie dans cette discipline reine au Fénois. 19 médailles décrochées, dont 12 en or. Pour rappel, il y a 2 ans, Tahiti était également en tête de classement avec 13 médailles, dont 10 en or. Les prochains championnats se tiennent au Samoa en 2021. Notre rendez-vous journalier à présent au cœur du Fénois. Vous en avez l'habitude désormais où chaque soir une histoire vous est contée. Aujourd'hui, on vous partage celle d'un passionné de pêche sous-marine. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Fernand Athéo a été champion de France puis champion du monde. Toujours aussi passionné, il continue à arpenter le monde sous-marin même à 68 ans. Son portrait est signé Nicolas Suire, Evar Apoto et Patita Savia. Il n'en a pas l'air, mais cet homme, dans sa jeunesse, a été quintuple champion de France de plongée sous-marine et champion du monde par équipe. Au meilleur de sa forme, Fernand pouvait patienter 6 minutes sous l'eau et atteindre plus de 40 mètres de profondeur. Il n'oubliera jamais la première fois où il a été sacré champion de France. J'ai plongé, dans la tête, il faut mettre le fusil d'abord. J'ai mis le fusil à un gros poisson qui n'a pas bougé. Quand j'ai monté le poisson, c'était un loup de 10 kilos. Et 10 kilos, ça pèse au championnat de France. Du coup, j'ai été champion de France. Le monde du silence l'a passionné très tôt, comme une vocation familiale. À 9 ans, il plonge déjà avec ses frères aînés au détriment de son éducation. Déjà tôt le matin, avant d'aller à l'école, j'étais à Tatry avec le fusil de mes Français, les Max. Une fois le soleil se lève, je suis dans la mer. Après, je reviens pour courir à l'école. Arriver à l'école, c'est déjà commencé l'école. Alors je suis puni. À tous les coups, 2 fois par semaine, je suis puni. À 68 ans, Fernand plonge toujours et plongera aussi longtemps que sa santé le lui permettra. Il a fabriqué lui-même tous les outils indispensables à sa passion et n'est disponible que pour elle. Il y a des gens, quand je vais aller à la pêche, hey, tu ne veux pas venir avec moi pour... Ah non, non, non. Je préfère aller dans l'eau. Une belle histoire. Et enfin, on termine avec ce carnet noir. Nous vous parlions cette semaine de Taihao Augustin, porté disparu durant une semaine, puis retrouvé mort hier à 500 mètres de son domicile. Une veillée a eu lieu hier soir même et il a été enterré cet après-midi au cimetière communal de Popo. Et cette information clôture cette édition. Avant de se quitter, voici le rappel de l'info du jour. Le gouvernement se rétracte sur le cornet beef. Il avance 2 raisons, la préservation des emplois et l'allègement du panier de la ménagère. Ce mets a toujours fait partie des habitudes alimentaires polynésiennes, mais aujourd'hui, les consommateurs dénoncent le mauvais rapport qualité-prix. Les discussions quant à sa réintégration dans la liste des PPN devraient être entamées dès la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. J'ai été ravie de vous retrouver ce soir. Votre premier rendez-vous de l'information demain, c'est à 6h30 avec Tita Wadoum et Miritou Matariri. On se quitte sur des airs marins. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et très bon week-end.
dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.